Ulyankulu est une communauté rurale pour l'implantation des réfugiés en Tanzanie centrale. Plus de 54 000 personnes vivent et travaillent la terre sur 1 millier de kilomètres carrés qui n'était il y a quelques années qu'une brousse sans piste. Aujourd'hui, c'est la 4e concentration de population de ce pays africain. Ce film trace l'histoire d'une communauté née du besoin avec l'aide internationale canalisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le développement rural n'est pas la responsabilité du Haut-Commissariat, mais ce dernier a pour tâche d'aider les gouvernements à trouver des solutions humaines et pratiques aux problèmes des réfugiés. Ulyankulu représente une solution typique et la formule appliquée ici est le fruit de multiples expériences dans d'autres pays qui ont dû absorber à bref délai un flot massif de réfugiés. C'est une façon pragmatique d'aborder un problème aussi simple que dramatique. Des dizaines de milliers de personnes contraintes de fuir leur pays natal se réfugient dans un pays voisin. Leur présence dans une région frontalière sans moyens de subsistance est à la fois une misère humaine à soulager et l'embryon d'une situation politique potentiellement explosive. Au-delà des priorités les plus urgentes, abris, vivres, vêtements, au-delà des palliatifs, il faut une solution plus permanente, répondant aux impératifs traditionnels de l'hospitalité africaine et du bon voisinage. Cette solution, il faut la trouver d'urgence afin que les réfugiés puissent au plus tôt subvenir eux-mêmes à leurs besoins et reprendre une vie normale, si possible à une distance suffisante de la frontière qu'ils ont franchie. Heureusement, la terre ne manque pas dans cette région de l'Afrique et comme il s'agit pour la plupart de paysans, la solution évidente est de créer pour ces réfugiés une communauté rurale. Ainsi, ils seront au moins en mesure d'assurer leur subsistance, de survivre. Mais il ne suffit pas de survivre. Les réfugiés ont besoin de vivre dans un sens plus large et il y a des décisions urgentes à prendre, même au risque de commettre des erreurs. Il faut prévoir des écoles, des services sanitaires et sociaux, tout ce qui fait la différence entre une communauté vivante et un camp de réfugiés. La première décision intéresse le choix d'un emplacement. Elle fait l'objet d'étroites consultations entre le gouvernement et le Haut-Commissariat aux réfugiés. À Ulyankulu, une vaste étendue de terrain se trouvait disponible à quelques 400 km de la zone de Kigoma où les réfugiés étaient arrivés à l'origine. Une étude effectuée par les experts de l'ONU a montré qu'il serait possible d'y pratiquer une agriculture viable. L'eau en quantité suffisante était une autre nécessité vitale. On a donc établi un plan en prévoyant l'infrastructure communautaire en fonction du nombre des habitants. Ce réseau de routes primaires et secondaires, à la fois l'ossature, le système nerveux et le réseau sanguin de la communauté, permettra une répartition équitable des parcelles, de 3,5 hectares par famille, le minimum considéré nécessaire pour faire vivre une famille. Les nouveaux venus sont immatriculés à leur arrivée. On leur explique le système des parcelles familiales en leur rappelant que leur but sera de se suffire à eux-mêmes au plus tôt, mais qu'entre-temps, ils recevront régulièrement des allocations de vivres fournies par le Programme mondial d'alimentation. On distribue des couvertures, une première allocation de vivres, des seaux pour le transport de l'eau et du savon. Les nouveaux venus sont alors acheminés au terrain qui leur a été alloué. Dès lors, c'est à eux de se débrouiller, sachant cependant qu'ils pourront toujours obtenir de l'aide s'ils en ont besoin. Avec 3 outils essentiels, les panga ou coupe-coupe, djembé ou binette et les shoka ou hachettes, ils vont devoir débroussailler leur domaine.
Yuko? Aha. Hapa walipata kwanza wanaendelea kujenga. Sawa sawa. Na tunachotaka bidii miti hii ianguke siku hizi. Hapana kulazalaza huko. Barabara hiyo inapitika. Bwana. Na wageni wengine wapo wanakuja kutoka huko wanafika wakuti safi. Miti mikavu kupunguza moto. Itaangukia watoto njiani. Tunapita upande huu. Ndagiwa minani. Aha, njoo hapa. Bwana, sio nani? Kijiji chako ni hiki au ni hiki hapa? Alama yako hapa, huu mti na huu. Unaona bwana? Unafika unaenda mpaka kuna alama tena hapo mbele. Kwa vile weka alama hapa. Hapo. Hai. Nafikiri bado tunaendelea mbele. Tugende. Sasa mawe sigara hanyene mawe. La première nécessité est un abri. On aurait pu prévoir des tentes ou des baraques préfabriquées pour un premier temps, mais c'eût été entretenir le sentiment naturel de déracinement des réfugiés. Et de toute façon, un abri provisoire s'improvise rapidement. Des matériaux rustiques sont à portée de la main dans cette brousse qu'il va falloir défricher avant de construire quelque chose de plus permanent. Pas de contraintes ici, pas de modèle imposé. À cet égard, contrairement au planning de l'infrastructure commune, l'individu est libre de faire ce qui lui plaira, de faire montre d'initiative et de fantaisie.
Les cases ont en général 3 pièces. Un appentis, au besoin l'abri provisoire d'origine, pourra servir de chambre pour les enfants ou de magasin pour les outils, les graines et autres fournitures. La cuisine est en plein air. Une véranda, une décoration murale sont des détails qui montrent qu'une case a trouvé une identité propre. De même, les premières semailles sur une parcelle nouvellement défrichée constituent un geste de confiance. Dans leur potager, les nouveaux habitants font pousser du manioc, des patates douces et du maïs avec les graines qui leur ont été distribuées. Afin d'encourager des cultures plus variées, l'administration a créé une pépinière. Ici, les habitants peuvent se procurer des plants et des arbustes pour leur jardin. Noix de cajou, citrons, papayes et bananes leur permettront de varier leur régime. Après 6 mois, les nouveaux venus pourront commencer à subvenir en partie à leurs besoins et dépendront progressivement moins des allocations de maïs, d'huile et de haricots qui ont constitué l'essentiel de leur régime. Cependant, si l'indépendance individuelle est un des buts visés, la création d'un esprit communautaire et l'encouragement de l'effort coopératif en sont un autre. Ces tomates qui mûrissent dans le jardin communal des femmes sont un exemple typique des projets communautaires encouragés par les autorités. Ces projets font l'objet de réunions entre représentants élus des habitants et les cadres chargés du développement de la communauté. De telles discussions ont abouti à la création d'une coopérative générale organisée par les habitants eux-mêmes. La coopérative possède 2 tracteurs et prépare la culture mécanisée du riz et de récoltes destinées à la vente, comme le tabac. Elle a également mis en place des services en commun, minoterie, cordonnerie, ferronnerie, menuiserie, réparation de vélos, couture, boucherie, magasin. Ces initiatives sont une introduction au concept qui inspire la politique de développement rural et de production vivrière du gouvernement, dans une région
où une productivité accrue est essentielle, tout en développant un sentiment d'appartenance à une communauté de plus en plus indépendante de l'aide extérieure. Afin de diversifier encore plus la production alimentaire, on a créé un élevage de boucherie avec un troupeau communal. Ici, les bestiaux passent au bain antiparasite. Le programme d'élevage prévoit l'allocation à chaque famille de ses propres vaches, porcs et volailles. L'ensemble possède 100 km de pistes principales et 40 km de voies secondaires coupant les pistes principales à intervalles d'1 kilomètre. Les projets communs comprennent la construction et l'entretien des pistes. Les réfugiés ont participé activement à la construction d'un pont sur la rivière Igombe, reliant les anciens et les nouveaux territoires de la communauté. Précédemment, le bateau était le seul moyen de communication entre les uns et les autres durant la saison des pluies. Les réfugiés ont également construit divers bâtiments communaux et construisent maintenant un barrage de retenue et un réseau de canaux d'irrigation. Tous ces projets collectifs sont exécutés lorsque les habitants peuvent se libérer de leurs propres travaux. Les services sanitaires, cependant, étaient de première urgence. Un centre médical et 4 dispensaires ont donc été construits par les autorités et dotés du personnel nécessaire, conformément aux normes sanitaires en vigueur pour l'ensemble de la région. Ces services soignent une moyenne de 25 000 personnes par mois. Les cas plus graves sont transférés à l'hôpital d'État à 75 km de là. Encore une fois, les cours d'éducation sanitaire insistent sur le principe d'un minimum de dépendance. L'un des principaux enseignements porte sur les précautions à prendre avec l'eau potable, qui vient dans bien des cas directement de la rivière et qu'il importe donc de bouillir.
On a encouragé les habitants à creuser des puits, mais l'eau demeure une denrée précieuse, surtout durant la saison sèche. Si l'on s'est efforcé avant tout d'aider les réfugiés à se suffire à eux-mêmes matériellement, l'éducation n'a pas été négligée. Oui, oui. 2 fois 2. Regarde combien. Nani naweza kuandika A? Harimeshi. Nani naweza kuandika B? Des écoles provisoires construites par les réfugiés avec des enseignants recrutés parmi eux vont progressivement faire place à des établissements permanents dans le cadre de la campagne gouvernementale visant à assurer un enseignement du premier degré à tous les enfants d'âge scolaire dans l'ensemble du pays. Mstari huu ni sawasawa na hatua hii, ndiyo urefu wa mstari huu. Angalieni sawasawa. Sasa katika kutumia Les écoles, comme les services de santé, sont aussi à la disposition des populations locales autochtones. On compte maintenant 11 écoles primaires avec un total de 2300 élèves. Les cours d'alphabétisation pour adultes ont un double rôle. En apprenant à lire et écrire, ils apprennent aussi de nouvelles techniques agricoles ou des notions de nutrition. Mama anapika uji. 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, des milliers de réfugiés se rendent au grand marché d'Ulyankulu, organisé sous l'égide de la coopérative. Ici, ils pourront non seulement troquer leurs produits alimentaires, mais aussi acheter des produits de consommation qui agrémenteront leur existence, comme des cotonnades aux couleurs vives pour leurs vêtements des jours de fête. Un service d'autobus relie régulièrement Ulyankulu à Tabora, chef-lieu de la région et point de contact avec le monde extérieur. Ce bref aperçu de la vie à Ulyankulu est évidemment loin de rendre compte de la somme de l'effort consacré à l'implantation de cette communauté et d'autres du même genre. Ce film a été tourné 3 ans après l'arrivée des premiers réfugiés. On estime qu'il faudra encore 2 ans pour atteindre le stade où la communauté pourra véritablement se suffire à elle-même. À part les réfugiés eux-mêmes, la communauté compte une centaine de cadres, y compris les administrateurs, les agronomes, le personnel sanitaire et enseignants affectés par le gouvernement tanzanien, sans compter les conseillers fournis par l'agence qui est le partenaire opérationnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'effort collectif commence à porter ses fruits. Mais dans cette course contre la montre, certaines options ont peut-être été retenues trop hâtivement. Les communautés humaines, grandes villes et hameaux, tendent à se développer chacune à sa façon, au rythme qui lui convient. Le développement d'Ulyankulu aura été un processus délibéré, voulu. Seul le passage des années pourra confirmer ou invalider le bien fondé de ce projet parti de rien, une communauté humaine.